Bonjour à tous et bienvenue pour la revue d'actualité de l'OCIR pour ce mois d'avril qui couvre en fait février et mars, alors février partiellement et mars. Donc grosse actualité, puis à la fin j'ai réussi à rattraper mon retard pour faire le top arbitraire de la revue d'actualité de l'année passée que j'avais fait les années précédentes. Alors concernant les vulnérabilités, donc bulletin Microsoft, quelques vulnérabilités exploitées dans la nature et corrigées. Le bulletin de février, on n'a pas eu le temps de le traiter, donc là c'est juste celui de mars, avec en particulier quelques vulnérabilités exploitées dans la nature, dont surtout une vulnérabilité sur Excel qui permet de contourner les restrictions et donc de finalement exécuter du code dans Excel, ce qui est plutôt gênant, et quelques vulnérabilités assez particulières sur Windows, en particulier le réseau. Je passe rapidement. Internet Explorer, vous pensiez que c'était fini depuis des années, et en fait pas du tout. Internet Explorer était encore dans Windows, et donc là, a priori, c'est enfin la vraie fin d'Internet Explorer, où Microsoft a engagé un gros travail pour supprimer tous les composants qui contenaient encore de l'Internet Explorer dans Windows. Et a priori, la fin annoncée serait cet été, enfin au milieu de cet été. Alors, si c'est vraiment la fin, oui, il y en aura encore quelques traces quelque part. Autre sujet, donc il y a une vulnérabilité qui a été corrigée en février qui concerne Word, en particulier les fichiers RTF, et qui permettait d'exécuter du code, enfin tout simplement un dépassement de tampon, et donc qui permettait d'avoir une exécution de code, l'ouverture d'un fichier RTF dans Word, mais également dans la prévisualisation d'Outlook, ce qui est plutôt gênant. C'est-à-dire qu'en gros, il suffisait d'envoyer un mail avec cette pièce jointe en pièce jointe, et on avait une exécution de code juste à la lecture du contenu du mail dans Outlook. Ce qui est embêtant, c'est qu'un POC a été publié très rapidement après la publication du correctif, et je crois que ça a commencé à être exploité dans la nature quasiment dès le lendemain. Ça, c'est une bonne nouvelle entre guillemets, c'est que Microsoft a modifié son API NT Query étoile entre guillemets, et va limiter le nombre d'informations accessibles depuis cette API, ce qui fait que en cas de bug dans une application, il sera beaucoup plus difficile d'avoir des informations concernant le noyau, et donc de contourner KSLR, KSLR étant la distribution stochastique de l'espace d'adressage mémoire du noyau, et donc qui permet de participer à des élévations de privilèges. Bon, il y a un truc assez rigolo, c'est que vous pouvez planter la ligne de commande sous Windows 11 en mettant plein de A d'affilée. Je vais assez vite parce qu'il y a une revue assez chargée. AAD Connect, bon, je vous laisserai lire à tête reposée, il y a un sujet là-dessus, donc intéressant. Ça, le support, je le passe rapidement. Élévation de privilèges sur système D, bon, c'est dommage, mais ça arrive, donc mettez à jour. La RCE sur ClamAV est plus intéressante parce qu'en fait, bon, ClamAV, c'est l'antivirus open source et ouvert. Le problème, c'est qu'il est embarqué dans beaucoup de solutions de sécurité, ce qui fait que potentiellement, vous pouvez envoyer, alors là, c'est sur le traitement d'un système de fichiers, mais si vous envoyez par exemple une ISO, des choses comme ça, qui contient un système de partitionnement, potentiellement, vous pouvez arriver à, à exploiter cette vulnérabilité à distance. Bon, à voir, c'était marqué sans qu'il fallait. Enfin voilà, potentiellement, ça peut être accessible depuis le réseau. Donc sur une appliance réseau par exemple. Les vulnérabilités sur les imprimantes, je crois que c'est Jérémy qui s'en est occupé, donc j'ai pas eu le temps de regarder, mais je vous laisserai tous regarder à tête reposée. WordPress, bon, encore des extensions avec des problématiques de cybersécurité, malheureusement ça c'est assez fréquent. Des vulnérabilités Zoom, là encore c'est assez fréquent, celles-là sont un peu gênantes, mais bon voilà, surtout la première. Ça, c'est assez intéressant. C'est une vulnérabilité sur un module uniquement de PrestaShop, qui est un module PayPal. En fait, il y avait juste une injection SQL à l'ancienne qui était possible d'exploiter à distance, et donc on va récupérer tout plein d'informations permettant donc d'être admin du magasin de la boutique sur PrestaShop. Ça, c'est un peu plus embêtant. C'est vulnérabilité sur iOS. En fait, deux vulnérabilités. La première, côté navigateur, donc permettant d'exécuter du code à la visualisation d'un site web. Et la deuxième, permettant d'élever ses privilèges une fois qu'on a exécuté du code sur, par exemple, le navigateur. Et donc, Apple a communiqué en disant que ces vulnérabilités, il les avait identifiées comme exploitées activement dans la nature. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un correctif qui a été publié assez rapidement. Et c'est typiquement le genre de vulnérabilité utilisé par tous les outils d'espionnage type NSO, Group, etc., enfin Pegasus, sachant qu'eux ont plus l'habitude d'avoir des vulnérabilités dites zéro clic, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas une interaction de l'utilisateur.
Celle-là a fait beaucoup de bruit. Elle est sortie, c'est les fameuses vulnérabilités du vendredi. Donc, bon courage à tous les RSSI, SOC, certes. Donc, elles ont été publiées à notre vendredi, à nous, Français. Donc, à peu près jeudi, je crois que c'était jeudi encore aux États-Unis. Je ne suis pas sûr. Enfin bon. La première est une vulnérabilité sur VM2, qui est une espèce de bibliothèque utilisée par beaucoup de solutions en JavaScript, d'applications en JavaScript, qui permet en fait de faire du sandboxing, c'est vraiment du cloisonnement des applications et qui normalement empêche une exécution de code. Sauf qu'en fait, il y a un contournement qui est finalement assez simple, c'est une mauvaise gestion des messages d'erreur et il est possible d'exécuter du code en dehors de l'espèce de machine, de la machine cloisonnée et donc d'exécuter du code JavaScript en dehors et donc potentiellement après d'exécuter du vrai code et donc de prendre le contrôle de la cible. Il y a beaucoup de librairies, enfin de frameworks, on va dire, qui l'utilisent comme Node.js et plein d'autres. Et ça, c'est à la base du client lourd, par exemple Teams. C'est à la base du client lourd pour Discord. C'est à la base de plein de services web accessibles depuis Internet qui sont codés en Node.js, mais côté serveur. Donc, il y a énormément de choses, d'applications qui utilisent cette librairie. Et là, potentiellement, vous avez une exécution de code. Par contre, sauf erreur, a priori, je n'ai pas eu d'explication différente, il vous faut une première vulnérabilité qui vous permette d'exécuter du code JavaScript. C'est-à-dire qu'il faut d'abord réussir à exécuter un premier bout de code JavaScript pour ensuite sortir de la sandbox et vraiment exécuter du code ailleurs. Alors, on ne l'a pas mis, mais la note CVSS, elle est de 10 sur 10, mais ce n'est pas une exécution de code vraiment directe comme ça à distance. Il faut quand même une première vulnérabilité, a priori. Enfin, vous pouvez me corriger dans le chat si je me trompe, mais a priori, il faut quand même une première vulnérabilité pour pouvoir l'exploiter. Alors après, Teams, typiquement, Teams, des XSS, il y en a quasiment tous les mois. Donc, si vous avez une XSS sur Teams, là, vous pouvez aller exécuter du code sur le client Teams de la personne que vous ciblez. Deuxième vulnérabilité, c'est encore des vulnérabilités exploitées dans la nature découvertes par Apple. En fait, là, juste le petit focus, je me focalise un peu là-dessus, c'est en fait ce qu'ils signifient quand ils disent on a trouvé ça exploité dans la nature, c'est qu'il y a plein de téléphones de macOS, d'iPad qui, lorsque vous les installez, ça vous demande est-ce que vous voulez faire aider Apple à améliorer ses produits. Et en fait, ça va collecter pas mal d'informations, en particulier les plantages des applications. Donc Apple collecte ça. Et ce que veut dire activement exploité dans la nature, c'est-à-dire que Apple a collecté des dumps mémoire de plantage dans lesquels ils ont trouvé des exploitations de vulnérabilité. Et donc, c'est-à-dire que c'est vraiment exploité dans la nature et qu'il y a vraiment des gens qui sont en train de se faire compromettre avec ces vulnérabilités. Donc, le correctif a été publié, je crois que c'était vendredi dans la nuit en France. Donc, bon, je vous recommande de mettre à jour assez rapidement. Alors, celle-là, je ne me souviens plus. Christophe, si tu es là, est-ce que c'est toi qui l'as mise ? Bon, sinon, on passe rapidement. C'est encore une solution de sécurité avec des vulnérabilités qui permettent de compromettre la solution de sécurité. Concernant tout ce qui est piratage, donc gros DDoS qui a été vu très très récemment avec une quantité assez impressionnante de requêtes et de débit qui ciblaient des sociétés du secteur du jeu vidéo et de la crypto-monnaie. Est-ce que tu m'entends là ? Oui. Ok, j'avais un problème de micro, j'ai essayé de parler à plusieurs reprises et maintenant il est réglé. Donc vas-y, je te laisse continuer. Ouais, pas mal de piratage également, donc un centre de stockage de données, de données ADN. Le CHU de Brest, malheureusement, qui a été attaqué également. L'ASPAS, il y a eu plus d'informations sur ce qui s'est passé réellement. Et apparemment, l'origine réelle de la compromission de l'ASPAS, c'est qu'un développeur s'est fait compromettre son poste personnel qu'il utilisait à des fins professionnelles. Et de ce que il a été documenté, c'est qu'en fait, il utilisait un logiciel, apparemment un lecteur de multimédia, peut-être VLC, j'en sais rien, mais quelque chose du genre, qui aurait été backdooré ou utilisé pour prendre le contrôle de son poste. À partir de là, il y a un keylogger qui a été déployé sur son poste pour écouter tout ce qu'il tapait. Donc, les attaquants ont pu récupérer donc, le mot de passe de son coffre-fort de mot de passe et progresser comme ça jusqu'à récupérer l'URL, l'adresse d'un stockage en ligne de tous les coffres-forts des utilisateurs et donc de les récupérer comme ça. Et alors, je me permettrais juste de rebondir là-dessus, ouais. parce que donc, quand on parle de ramener votre propre équipement, c'est le BIOD, en fait, pourquoi pas, mais avec une politique et une condition d'accès pour au moins protéger les postes privés, parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout la perspective de penser que leur poste personnel peut causer un dommage à l'entreprise. En l'occurrence, avec des cas d'école comme cela, ça permet d'argumenter.
mais c'est bien malheureux. Tout comme j'en profite dans le même temps pour dire que quand vous avez un mot de passe pro, si vous voulez l'utiliser dans tout votre environnement pro, vous faites ce que vous voulez, mais n'utilisez pas votre mot de passe pro dans votre environnement personnel, parce que si vous le faites compromettre comme ce que vient d'expliquer Vlad là, eh bien, on passe facilement d'un environnement à l'autre. Donc, un mot de passe par applicatif, c'est beaucoup plus simple. Ouais, surtout que il y a souvent un sentiment avec les usages entre guillemets modernes de l'informatique, il y a un sentiment de sécurité dans le fait d'utiliser des applications uniquement web, où les gens se disent bah, c'est bon, je peux utiliser ça depuis mon ordinateur perso, c'est que du web pur. Ben non, parce qu'en fait, si on récupère votre mot de passe, enfin votre login, votre mot de passe, potentiellement n'importe qui peut essayer de s'authentifier dessus. D'autant plus si vous avez localement votre coffre-fort de mot de passe pro sur votre ordinateur perso ou un coffre-fort de mot de passe en ligne, type Bitwarden ou autre, mais que vous étiez sur votre ordinateur perso, bah là, si on chope votre clé maître, bah c'est fini. Donc, c'est de manière générale, il faut quand même. Alors, sur les coffres-forts de mot de passe comme ça, c'est un peu compliqué, mais sur toutes les authentifications, il faut avoir de l'authentification forte à double facteur, et il faut que le double facteur, ce soit autre chose que votre ordinateur. Donc le smartphone avec un OTP, avec une notification, bon, SMS, c'est moins ouf, mais ça marche quand même. Mais voilà, il faut un autre facteur que l'ordinateur. Ouais, ouais. Même si SMS n'est plus validé par l'ANSSI de souvenir. J'espère ne pas dire de bêtises. Mais ouais, voilà, du FIDO2. Mais Oui, Fido, alors c'est un même peu plus. SMS, c'est mieux que rien, quoi. Et effectivement, si on Ouais. peut faire du FIDO2, c'est top. Ensuite, piratage du forum de Kodi. Alors, moi, je suis pas touché parce que j'ai pas de compte là-dessus, mais j'utilise beaucoup Kodi. C'est un lecteur multimédia génialissime que vous pouvez installer sur quasiment tous les appareils et qui lit tout. C'est magique. Et malheureusement, leur forum a été piraté, donc je pense que tout est sorti avec les condensats de mots de passe, mail, échanges privés, etc. Bon, c'est triste. 3CX, ça c'est plus ou moins intéressant. En gros, donc c'est une société qui fait de la téléphonie sur IP, enfin de la voix sur IP, téléphonie sur IP, des IPBX, des choses comme ça. Je ne sais pas s'ils faisaient des PABX avant, mais bon, enfin bon, Je suis IPBX. pas sûr. Donc, ouais, et ils fournissent en particulier un logiciel à mettre sur son poste de travail pour téléphoner, donc un softphone, un peu comme Teams par exemple, ou voilà. Et une version en particulier de ce softphone contenait une porte dérobée puisqu'ils ont utilisé une librairie tierce vérolée. Et celle-ci, en fait, volait tous les mots de passe, jetons d'API, etc. Ce qui est assez fou, c'est que des clients sont allés sur le forum, ont dit ouais, voilà, la dernière version du logiciel, notre antivirus lève des alertes, c'est bizarre, machin. Et les gens de 3CX ont dit non, non, c'est normal, souvent les antivirus ont des faux positifs, en gros, désactivez votre antivirus. Et après, il y a une autre personne qui a répondu non, non, mais attendez, moi j'ai vraiment des IOC qui montrent que c'est malveillant et a fourni dans le forum tous les IOC. Et donc là, par contre, c'est ce qui a déclenché, je pense, l'alerte et le début de l'histoire. Et apparemment, certains articles attribuent, je crois que c'est Sentinel One qui attribue l'attaque aux Nord-Coréens. Ouais. On Donc est si dans vous une même avez problématique que celle de SolarWinds, même si c'est ouais. différent. Mais oui, d'où l'importance. Là, la librairie, je n'ai pas réussi à avoir. Je Enfin, crois que je c'est n'ai pas lu. FFmpeg. Tu dis? Je crois que c'est FFmpeg D'accord, ok. qu'ils doivent sûrement utiliser pour faire l'encodage vidéo en temps réel. Ouais. Donc, dit autrement, tout développeur que vous êtes qualifié pour vérifier les librairies que vous utilisez. Ça, Au c'est un vrai moins, sujet qui est très remettez-les très en question, compliqué. quoi. Ouais, vérifier ces librairies comme ça, la sécurité, typiquement quand on je sais pas, fait des développements, que ce soit Node.js ou autre, ou pardon, JavaScript, enfin Node, Python, etc., on dépend de librairies tierces qu'on va récupérer sur des dépôts et c'est très compliqué d'aller faire un audit complet de chaque nouvelle mise à jour. Mais normalement, il faudrait le faire. Donc, il y a quelques solutions. On en avait déjà parlé à Ouais, on en a déjà différents parlé. Ouais. ateliers de le CIR. Donc, il y a des solutions qui existent, mais c'est vrai que c'est quand même pas trivial. Alors ça, c'est grosse fuite de données. MSI, qui est donc constructeur de cartes mères, entre autres, qui a été piraté. Beaucoup de choses sont sorties, et en particulier, tout ce qui concerne les clés secrètes du BIOS, enfin de l'UEFI. Pas l'UEFI, je dis n'importe quoi. Si, ça l'UEFI, dans le BIOS, oui. Pas mal de choses comme ça. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des attaques... potentiellement, il peut y avoir des attaques comme c'est marqué ici de la supply chain, c'est-à-dire que les clés ont été volées, donc potentiellement d'autres attaques peuvent arriver suite à ça. On va voir ce que va donner la suite.
Ensuite, alors ça, je ne l'ai pas du tout lu. C'était toi, c'est toi ou Jérémy, ça? Ça, c'était Jérémy, mais en fait, ça me parle. Je crois que ce nouveau rançon logiciel-là, il a été déployé par enfin, il est imputé aux Russes parce que il y a, ah oui, c'est ça, voilà. Il y a le petit élément de bas, ouais, j'aurais pas dû le dire au début, qui montre que si vous avez un poste qui est tagué avec un OS communauté des États indépendants, vous êtes a priori pas ciblé. Donc, le rançongiciel, en fait, ne va pas venir cibler ces postes-là. Il ciblerait que les postes de l'OTAN. Non, c'est pas marqué ici. Et ouais, on est en lien avec le conflit Ukraine-Russie, quoi. Tu voulais dire Chinois, c'est pas dans la communauté des États indépendants, hein. Et le Tu dis? Géorgien, ah d'accord, c'est une communauté dans laquelle il y a la Chine et il y a pas la Géorgie alors. Alors là, par contre, il faudrait repousser. Tu as raison. Il faudrait peut-être regarder plus en détail ce qu'est la communauté des États. En tout cas, il y a une notion sur ce sujet-là. C'est un rançongiciel qui est capable de chiffrer assez rapidement. Il doit d'abord chiffrer les en-têtes pour ensuite chiffrer les corps. Mais il faudrait qu'on regarde effectivement. Tu as raison, Hervé. Bon, On regardez. peut passer. Mais en gros, ça veut dire que pour être tranquille, il faut déployer une GPO sur tous ces postes du domaine en ajoutant le clavier russe, en ajoutant le clavier Exactement. chinois pour être tranquille. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors, le premier, c'est qu'en fait, il est possible sur plein de fournisseurs cloud de louer des FPGA, donc en mode pur SaaS, et vous exécutez votre code dessus. Et des chercheurs ont trouvé un moyen de récupérer le code source des clients précédents et potentiellement aussi des clés de chiffrement utilisées par des clés d'API ou autres utilisées par ces clients. Donc, c'est assez intéressant à voir. Je dois rajouter, c'est un vieux truc. Enfin, cet article-là n'est pas très ancien, mais par contre, il s'inspire d'un article beaucoup plus ancien qui permet de récupérer la clé de chiffrement BitLocker sur un poste, plutôt portable en général. Ça utilise le fait, alors ça marche que avec les TPM, pas 2.0. Parce qu'en fait, le bus de communication qui échange la clé en fait, n'est juste pas chiffré, donc il suffit de se connecter aux bons endroits, puis on récupère le signal et dedans se trouve la clé. Et d'ailleurs, les auditeurs, en fait, les gens font de l'analyse font un truc très très simple. C'est plutôt que de s'embêter à essayer de retrouver la clé, ils testent le signal bit à bit en glissant dedans, et puis au bout d'un moment, ça déverrouille le conteneur, donc c'est-à-dire que c'est bien la clé. Alors ça m'a bien fait marrer aussi, c'est que il y a un article sur le fait que une voix a réussi à être clonée par intelligence artificielle. Je n'aime pas ce mot parce que c'est pas du tout de l'intelligence artificielle, mais bon, par deep learning. Et que en gros, la personne a réussi à déverrouiller un compte bancaire grâce à ça. Bon, voilà, en gros, c'est juste nul. Alors pour info, moi j'avais travaillé avec Orange en 2011 et en 2011 avec leur solution Kagedo renommée Voxygène, ils savaient déjà le faire. En 2017, Baidu savait déjà le faire. Donc bon, voilà. Et un autre point très important, c'est que la biométrie, c'est pas de l'authentification, c'est de l'identification. Parce que moi, très honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas comment révoquer mes doigts, ma voix, des choses comme ça. Donc, ça n'est pas de l'authentification. Donc, n'utilisez pas la biométrie pour de l'authentification. ChatGPT, oui, il y a pas mal d'articles dessus. C'est qu'en fait, tout le monde fournit une quantité dingue d'informations à ChatGPT en mettant parfois des secrets d'entreprise, des choses comme ça. Oui, bon, ne faites pas fuiter vos données secrètes sur ChatGPT, mais d'ailleurs, ne le faites pas sur tous les autres outils comme DeepL, Google, Translate, etc. Tous les JSON Beautifier, parce que j'en vois beaucoup les utiliser pour rendre plus joli leur code ou faire des vérifications, etc. avec des données sensibles de temps, ne le faites pas. Voilà. Alors, ouais, il y a un truc double là-dedans parce qu'en fait, il y a un bug qui fait fuiter les conversations, donc on peut les voir. Ça, je crois qu'on en parle dans les fuites de données après, non? Ouais, et alors, il y a justement. Il y a une personne qui a réussi à récupérer les conversations, les titres des conversations d'autres utilisateurs. Parce que je pense que c'est celui-là, la fuite de données, le bug. Enfin, on va voir, mais il y a le sujet de ce que tu évoques, c'est-à-dire le fait de rentrer de l'information. En fait, je ne sais plus si on en a parlé sur cette veille-là, mais il y a des entreprises qui interdisent l'usage de ChatGPT. Je crois que c'est Amazon, de souvenir, parce que les salariés vont poser des questions à ChatGPT, mais ChatGPT, plus vous lui donnez de contexte, plus il est capable de vous répondre correctement. Donc, il y en a qui mettent les politiques confidentielles de leur société pour avoir des réponses sur la manière de réaliser leur travail au mieux, quoi.
Il se trouve que malheureusement, Chat, il continue à apprendre avec les informations que vous lui fournissez. Il n'est pas con, le gars. Ce qui fait que il y a des personnes qui vont poser des questions sur Amazon, entre autres, ou sur d'autres types de compagnies. Et comme il y en a qui ont été fournir de l'information à ChatGPT en mode contexte pour que tu m'aides, lui, il va le restituer à des tiers. Donc là, on n'est pas sur un bug, on n'est sur rien du tout, on est juste sur le fonctionnement de l'IA. Du coup, il y a des départements qui ont interdit l'usage de ChatGPT parce que les salariés n'étaient pas capables de ne pas fournir d'informations confidentielles dans cette IA. Donc, oui, là, chaud, quoi. Ouais. Après, fuite des données du service d'immigration des États-Unis. C'était un S3 qui était protégé avec un compte ultra solide, admin password 1. Voilà. Il y a VX Underground d'ailleurs qui a été contacté pour lui proposer la base de données, mais il a bien sûr refusé le rachat. Voilà, c'est as usual, comme on dirait. Alors ça, c'est ce que j'ai rajouté à l'arrache tout à l'heure. Vulcan Files, en fait, c'est les documents concernant un sous-traitant du FSB du GRU, donc qui a été volé et publié. Alors déjà, c'est assez surprenant que ces deux agences partagent le même sous-traitant, parce qu'en général, c'est assez rare. Mais d'ailleurs, par contre, le commentaire n'est pas du tout le bon, je le corrigerai. Donc, vous avez plein d'articles justement qui détaillent le contenu de ces documents, qui présentent en fait une partie de l'outillage offensif et de surveillance utilisé par ces agences de renseignement. Mais c'est efficace pour les fuites de données, en fait. Autant avoir le même sous-traitant, parce que s'il y a des failles, c'est plus ça perd simple. tout d'un coup, quoi. Et le Peut-être deuxième, en fait, c'est. non. Vas-y. Non, peut-être qu'en fait, tu sais, le New York Times vient de publier un article là, il y a quelques jours sur la fuite de données des plans de l'invasion russe qui auraient été détenus par l'intelligence US. Peut-être qu'en Je fait, l'ai c'est pas la vu fausse celui-là. intox via ça. Faudrait que je pousse ça du coup. Il y a quelques jours, le New York Times, là, et on ne sait pas encore pour le moment si la fuite elle est due à des informations volées physiquement en mode vieil espionnage ou si c'est des groupes de cyberattaquants russes qui auraient réussi à pénétrer dans le système états-unien pour aller dérober justement l'information qu'ils détenaient, quoi. Parce que là, justement, ça enchaîne bien sur le deuxième, où des documents secrets des États-Unis ont été publiés. En fait, apparemment, ce que j'ai vu, c'est que c'était même avant janvier de cette année, mais repéré surtout récemment sur Twitter, Reddit, enfin plein d'endroits comme ça, et qui contiennent énormément d'informations sensibles. Et apparemment, il y a beaucoup de choses avérées et quelques manipulations. Ça ressemble à des trucs qu'on a déjà vus récemment, mais bon, genre des députés ou ministres français avec des fausses factures, soi-disant ils se faisaient livrer je ne sais pas quelle drogue au Sénat, je ne sais plus ce que c'était, mais enfin, ce genre de fausses manipulations, de manipulation un peu discrète. Et donc là, en fait, parmi les manipulations, il y avait par exemple le fait que les pertes ukrainiennes durant la guerre avaient été augmentées comparées aux pertes russes. Mais la Oui, plupart des ça, autres documents semblent vrais, véridiques. Et alors, par contre, on y apprend que, aux surprises, les États-Unis espionnent leurs alliés. Oh là là, dis donc, personne ne s'y attendait à ça. Quelle révélation. personne ne s'attendait, ouais. Non, non, par contre, il y a a priori, et là, il faut être prudent et l'avenir nous en parlera un peu plus, a priori, il y a une tendance à vouloir voler des vrais documents, Oui. expliquer que la fuite est avérée, légitime. Donc, celui qui s'est fait voler les docs va dire oui, oui, je me suis bien fait voler les docs. Sauf que derrière, celui qui les a volés, plutôt que de les publier tels quels, il va chercher à les falsifier, donc à modifier l'intégrité de ces docs. Donc, il y a un double service politique et vas-y que je t'intoxe dans l'histoire à suivre. Pour l'instant, ce dont je parle, c'est des constats. Ce n'est pas quelque chose qui C'était le cas pour les s'est vu Macron. régulièrement, mais c'est quelque chose qui commence à se voir, quoi. Après, c'est voler des données pour essayer pour essayer de manipuler par rapport à ça en modifiant une ou deux informations à certains endroits. Exactement. Comme notamment, tu es en train d'évoquer l'histoire du nombre de morts, c'est toujours intéressant pour l'intox. Oui. Ensuite, côté défense, alors le premier est assez intéressant, c'est deux initiatives de sites qui listent en fait toutes les vulnérabilités des fournisseurs de cloud, donc Azure, AWS, etc. Azure, Azure, AWS, GCP, etc. Parce qu'en fait, les vulnérabilités sur ces solutions-là n'ont pas de CVE en général, très rarement. Et ce n'est pas possible de retester ces vulnérabilités, parce qu'en fait, c'est mis à jour
tout de suite directement. Donc, il y a très, très peu d'informations. Donc là, c'est pas mal. C'est pas exhaustif, mais ça référence quand même beaucoup de vulnérabilités de ce genre de solution. Si vous êtes curieux de savoir à quoi sont vulnérables tous ces éditeurs, c'est assez effarant. Alors, par contre, la deuxième… C'est un petit outil qui a été mis en place pour voir si tu étais vulnérable à une CVE plutôt physique. Enfin, c'est pas du couche physique, c'est la couche Mac. Okay. L'outil est disponible sur GitHub. Donc, si vous voulez savoir si vous êtes vulnérable à cette CVE de 2022, il faut installer l'outil et vérifier sur votre réseau si la couche Mac a été impactée. Voilà. Ça, c'est intéressant. Pardon. C'est ça, très c'est important. intéressant. Très important, vas-y. Ouais, c'est une modification de Microsoft qui est prévue pour dans quelques jours. En fait, suite à plein d'évolutions de la sécurité d'Office et de Windows, comme par exemple le blocage définitif des macros dans Office de fichiers qui venaient d'Internet, enfin qui venaient d'Internet. Les attaquants sont passés sur d'autres moyens, en particulier OneNote, et intègrent dedans plein de fichiers exécutables, enfin, fichiers de commande, etc. dans OneNote. Donc là, Microsoft va bloquer un certain nombre de fichiers utilisés à des fins malveillantes directement dans OneNote. Donc ça, c'est prévu pour voilà, à la fin de ce mois. Ouais. Et donc là, faites attention, soyez vigilants, parce que du coup, vous allez être amené à… Alors, l'idée de transmettre déjà des points exe, des points bat via Teams, je vous le déconseille. Donc, quoi qu'il arrive, comme ce n'est pas idéal, évitez. Du coup, vous n'aurez pas de problème. Mais il y a d'autres types d'extensions, tels que des fichiers MSHXML ou alors des fichiers du style LNK qui pourraient être transférés. Et là, pour le coup, vous pourriez être impacté parce qu'il y a du Python, il y a pas mal du point MAV, du point MDA, alors des points qui ne vous diront pas grand-chose si vous n'êtes pas utilisateur de ces extensions, mais les points TMP, les points URL, il y en a 120. Je vous invite à lire la liste de ce qui sera bloqué parce que quand vous allez avoir un incident sur Notes, c'est limite l'un des premiers réflexes qu'il va falloir que vous ayez au moment où, une fois que Microsoft aura fait la manip. Et donc, c'est intéressant parce que y a deux versions aussi de OneNote qui traînent. Alors, pour ceux qui les ont toutes les deux et qui cohabitent, vous avez la version dite de Windows 2010 et vous avez la version dite de Office 2016 en OneNote. Donc, ces deux versions cohabitent. Vous pouvez ouvrir les mêmes OneNote, sauf que les fonctionnalités ne sont pas exactement les mêmes. Il y a des petits éléments qui sont meilleurs dans Windows 10 que dans Office 2016. Ceci étant, si jamais vous avez un problème pour ouvrir avec l'un, vous pouvez toujours essayer avec l'autre si vous avez deux versions. Mais quoi qu'il arrive, si vous avez des incidents qui remontent ou des problématiques au support de cet ordre-là, vérifiez tout de suite, voire même vous pouvez être proactif en expliquant à vos utilisateurs que il y a des opérations de sécurité qui sont menées par Microsoft. Comme ça, les gens ne vont pas vous loguer des tickets, vous n'allez pas vous faire submerger par les tickets. Je vous laisse mettre de la manière dont vous allez le travailler en termes de stratégie, mais il y a quelque chose à faire de manière proactive, je pense, sur le sujet. Alors, ça, c'est pour tous ceux qui sont dans l'environnement Windows, bien sûr, que ceux qui sont les autres environnements. Il n'y a pas de souci. N'utilisez pas. Ensuite, mon côté attaquant, le premier, le titre est suffisamment clair. C'est juste si vous êtes flemmard pour générer directement vos reverse shell. Voilà, vous avez une petite sélection avec une interface web qui vous permet de sélectionner, de construire votre propre reverse shell. Le deuxième est assez rigolo, je l'ai vu sur Twitter. En fait, c'est une entreprise qui fait des pen tests apparemment. Et la personne a mal configuré son serveur web et qui contient tous ces outils. Et en fait, tous les outils, c'est que des trucs open source, voilà, c'est que de l'open source, en particulier Nuclei par exemple. C'est assez rigolo de voir ça. Et oui, j'ai mis la remarque, est-ce que publier ça directement sur Twitter, c'est de la divulgation éthique? Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il aurait été mieux de contacter la personne et lui dire hey, tu as un problème là. Ça, c'est toi ou c'est Jérémy? Non, c'était Jérémy, mais on peut. Oui, ouais, bon, on non, va la c'était pas passer, mais voilà, le celui-là. titre, Ouais, on va le passer. on peut exécuter un script PowerShell apparemment directement depuis WinRAR. Qui utilise WinRAR encore? Qui paye WinRAR?
Le deuxième lien, c'est un petit outil en ligne de commande qui référence tous les classiques mots de passe par défaut de plein de routeurs, outils, applications. En fait, c'est juste dans un fichier CSV que vous pouvez appeler en ligne de commande avec du Python ou alors directement, vous avez fait une recherche dans le fichier CSV. Donc voilà, c'est pas mal. Alors ça fait beaucoup de bruit. C'est qu'en fait, avec les téléphones Pixel de Google, vous pouvez prendre une photo, une capture d'écran, et après, avec un outil intégré, vous pouvez recadrer, masquer du texte, faire plein de choses comme ça. Et en fait, ce n'était pas du tout réellement masqué. Ça a utilisé, je crois que c'est les couches alpha ou un truc comme ça pour rajouter, par exemple, une zone censurée dessus. En fait, c'est une couche supplémentaire rajoutée sur l'image originale. C'est-à-dire qu'en fait, on peut juste enlever la couche et voir ce qu'il y a en dessous. Et donc, il y a eu pas mal de cas qui ont été trouvés comme ça, de numéros de carte bleue, voilà, des choses comme ça. Et apparemment, sous Windows, avec l'outil de capture d'écran de Windows 10 et 11, il y aurait un bug à peu près similaire où quand vous recadrez une photo, à partir de cet outil-là, la partie que vous avez supprimée en recadrant reste dans le fichier et vous avez quand même des informations, ce qui vous permet de retrouver une partie de l'image. Voilà, bon, assez rigolo. Quand vous censurez une image, faites-le bien et proprement. Ensuite, business. Alors, c'est toi ça, non? Ouais. Le Cybermalveillance a publié un référentiel qui a été travaillé avec plusieurs parties, comme vous voulez voir. L'idée, c'est d'essayer de cadrer au mieux en fait, les besoins en compétences, mais aussi la manière dont les écoles peuvent former en fait, aux compétences qui sont requises, parce qu'on est toujours sur un écart qui peu ou prou ne change pas beaucoup, d'environ 15 000 et quelques manques de ressources dans le monde de la cyber. Et là, il y a un petit clin d'œil au CCCP. Bon, là, c'est RCCP. Donc, à voir pour ceux qui sont intéressés, surtout destinés aux ETI, aux PME, PMI. Là, pareil, autre sujet. Pour ceux qui auraient entendu parler de la SVB, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Juste vous dire qu'en l'espace de quelques semaines, du 28 février au à peu près 17 mars, cette banque-là s'est vue dans une situation où elle avait donc prêté de l'argent à un grand nombre de compagnies depuis 1983 et de particuliers, et surtout à des compagnies de la tech. Et là, ces derniers temps, et c'est un petit peu en lien en fait avec le licenciement de la tech, parce que ça l'explique, ça augmente. On a ce petit site qui nous montre tous les licenciements qu'il y a là, en l'occurrence, par trimestre. Et on voit que depuis le Covid, il y a un petit pic au Covid, puis là, ça commence à augmenter. Et la valorisation boursière en fait, de ces entreprises sur les marchés est telle qu'avec la fluctuation des coûts, cette banque-là s'est vue un petit peu en difficulté, a demandé à ses clients de les rembourser. Et les compagnies de la tech, en fait, comme elles sont souvent en flux tendu sur l'investissement, elles n'ont pas réussi à rembourser. Comme les contrôles n'étaient pas bons, la banque a commencé à essayer de voir avec Moody's si elle pouvait être un petit peu mieux notée. Sauf que ça s'est enchaîné jusqu'à ce que quelqu'un un jour dise non, retirez vos fonds. Et là, le 10 mars, tout le monde est venu retirer son pognon. Et donc, banqueroute. Mais il y a une autre banque, la Signature Bank aussi, qui est tombée. Et il y en a une troisième dont je ne me rappelle plus le nom, jusqu'à ce que Biden intervienne en disant stop. Donc, en deux mots, ce n'est pas un crash comme 2008, parce que c'était le système qui était foireux en 2008. Avec les subprimes qui étaient des produits pourris. Là, en l'occurrence, ce n'est pas structurel, c'est bien une problématique de gestion des liquidités, de la valeur boursière des entreprises et du monde de la tech qui est en train d'évoluer. Donc, si vous voyez, voilà, je vous laisse à l'interprétation qu'on peut en faire ou la projection. Et pour finir, cette faillite, cette banqueroute est quand même la deuxième plus grande de l'histoire des États-Unis. Donc, on en fait du buzz sans faire du buzz. C'est plutôt une alarme. Attention, là, il y a possiblement danger, même si l'État est intervenu tout de suite et qu'aujourd'hui, cette banque a été rachetée. Et je ne me rappelle plus le nom, vous verrez dans Reuters ou dans l'élément suivant. Ouais. Le deuxième lien, c'est un rapport qui a été fait sur une presse. Donc, c'est intéressant si vous voulez une synthèse rapide, allez sur le PDF. D'ailleurs, Apple, a priori, va aussi licencier prochainement pas mal de monde. Tu dis quelle boîte? Apple. Apple, ouais. Là, ce qui va être intéressant, c'est si vous voulez jeter un coup d'œil sur l'URL, là, iolf.fyl,
FYI. C'est assez intéressant de voir cette courbe là qui, depuis début 2022, on a de plus en plus de licenciements. Donc, il y a eu un appel d'air en fait avec le Covid. Toutes ces boîtes qui ont été sollicitées dans la tech pour fournir des moyens de communication. On voit les essors des sociétés comme Zoom. Tout le monde a eu besoin de faire des réunions en distanciel. Il y a eu besoin de s'équiper, là où il y a pas mal de personnes qui n'étaient pas équipées. Et donc, il n'y a peut-être pas eu suffisamment d'anticipation parce qu'effectivement, on a employé pas mal de monde pour pouvoir faire face ou suivre. Sauf qu'après, derrière, il y a eu une petite stagnation. Alors, c'est un des éléments qui explique. Pour un argumentaire plus poussé, il faudrait aller plus loin. Mais voilà, aujourd'hui, je montre juste cette montée dans les licenciements des grosses boîtes. Et comme tu dis, Apple est en phase 2. Apple a un gros projet aussi qui s'appelle le projet Titan, là, sur la voiture autonome. On sait pas, enfin, c'est très secret. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va tenir? Quand on voit comment Meta a mis de côté certains projets parce qu'ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, je pense qu'il faut raison garder. Il faut faire attention à cette histoire de tech où on voit que les salaires s'envolent aussi dans le monde de la cyber. Donc, Ouais, il y a pas mal d'entreprises. Alors, moi, comme je recrute beaucoup, je le vois, pas mal d'entreprises américaines, souvent SaaS ou autres, qui qui ont fait trop de levées de fonds, surinvesti dans plein de domaines, et qui maintenant on leur demande d'être rentable, et ça commence à être compliqué, donc licencient pas mal. Ce qui est bien pour les petites boîtes comme moi, typiquement, parce que moi j'essaie de recruter, je peux enfin recruter des gens compétents. ouais. Enfin, et surtout qui ont du mal à trouver finalement dans ces grosses boîtes-là, puisque ces grosses boîtes-là licencient alors que nous, on recrute. Donc ça, c'est intéressant, mais bon, c'est vu de mon prisme un peu égoïste. C'est intéressant, c'est ce qui fait aussi le système économique quand même. Enfin bon. Ouais, c'est très très long comme sujet, on en reparlera devant une bière, je pense. Mais... Ouais, avec plaisir. Ça marche. Ensuite, concernant les rachats, Gandhi, donc, a été racheté par Stricverda, que je ne connaissais pas du tout, mais qui apparemment était assez connu pour avoir racheté pas mal d'entreprises précédemment et surtout avoir fortement baissé la qualité des services. Donc les gens s'inquiètent un peu du rachat de Gandhi. Je ne sais pas ce que ça donnera, on verra. Free a racheté eTrust avec cette phrase qui est magique. Solution XPR qui est 100%, la seule solution 100% française à garantir un niveau de protection le plus élevé et la souveraineté totale. Bon, c'est les MIT qui lèvent 10 millions. Eux, par contre, leur sonde est qualifiée par l'ANSSI. Donc, félicitations à eux. Bravo à ces MIT qui grossit bien et qui a du succès. Oh non, il y a une erreur là. Alsiconi lève 2 millions d'euros. Une petite boulette, on va la corriger. Je ne sais même pas qui c'est, très honnêtement. Alsiconi, c'est une boîte Malwin qui fait dans la gestion de crise, qui a une plateforme pour faire des simulations. Donc aujourd'hui, on a pas mal d'acteurs sur le marché qui sont états-uniens. Et là, ils montent en puissance et c'est pas mal. Bon, dès qu'on peut faire du cocorico, hein, Vlad, on en profite. Mais petite coquille à tout le monde, c'est 2 millions qui a été levé par Alsiconi. Et ils étaient au FIC aussi. Voilà. Bravo. Donc, bravo. Ensuite, alors bonne nouvelle, ça dépend pour certains, arrestation de l'administrateur de Breach.to, qui était en gros le forum qui a pris la suite de Red Forum, où en fait les gens échangent et vendent des fuites de données, des techniques de piratage, etc. Alors ce qui est rigolo, c'est que le gars s'est fait arrêter parce que malheureusement, plusieurs erreurs d'OPSEC, il a fait pas mal d'erreurs, il faut lire les articles, mais c'est assez dingue. Déjà, il s'est connecté de chez ses parents. En fait, sur le site Red Forum, a contacté l'administrateur de Red Forum et dans un des échanges, s'étonnait de ne pas retrouver son mail perso dans une des fuites de données. Et donc, dans les échanges, a mis son mail perso, oui, c'est son vrai nom, Fitzpatrick. Et il y a ensuite toute une collection d'erreurs. Il était chez ses parents avec un GSM qui a borné à côté de chez ses parents au moment où il se connectait à travers Tor pour aller faire des choses. Enfin, c'est une quantité d'erreurs pourtant au début de l'aventure. Donc, c'est surprenant ce type d'erreur, mais bon, ça a permis au FBI de le retrouver, de l'arrêter. Alors, je mets ça un peu en rigolant, mais c'est que il y a énormément d'entreprises qui disent vendre de la recherche sur le darknet, de fuite de données, et en fait, qui ne se contentent que d'aller sur ce genre de forum, parce qu'en fait, Bridge.to, tout le monde dit c'est le darknet, mais pas du tout. Hein. Le site était accessible depuis Internet très facilement, comme Red Forum. En fait, on pouvait même accéder à tout le forum sans authentification. Après, pour dialoguer, etc., il fallait s'authentifier, mais on pouvait accéder à quasiment tout sans authentification. Et donc, il y a plein de boîtes qui disent aller chercher dans le darknet et qui ne se limitent qu'à ça. Et c'est vraiment beaucoup d'entreprises qui font ça. Donc après, il y a eu tout un drama sur une personne qui s'est fait appeler Baphomet qui allait reprendre la suite et finalement n'a pas repris la suite du forum parce que
tout a été récupéré par le FBI, dont la base de données SQL, avec tous les comptes, les personnes, etc. Et je sais plus combien, ils ont annoncé plus de 300 000 personnes sur le forum. Donc pour l'instant, pas de forum qui reprend la suite. Également, démantèlement du forum Genesis Market, qui, pareil, échangeait énormément de données assez sensibles. Et donc là, par contre, c'est une opération d'Interpol et il y a pas mal de personnes qui ont été arrêtées, dont 3 en France, même plusieurs aussi également en Angleterre. Alors ça, le titre est un peu faux, c'est l'arrestation des pirates des impôts. En fait, ce n'est pas des gens qui ont piraté les impôts, mais ils ont piraté l'accès aux impôts d'un certain nombre de particuliers et ont remplacé les RIB de ces particuliers par le leur, ou ensuite modifié la déclaration d'impôt de façon à pouvoir se faire rembourser. Alors, les déclarations, c'était des tricks, des astuces concernant les travaux qu'on faisait dans sa maison. Et donc, ils se faisaient rembourser sur leur RIB à eux et donc voler les impôts. Et là encore, mauvaise OPSEC. Ils se sont fait avoir pour 2 principales raisons. La première, c'est que la première personne à avoir configuré ses impôts avec les bonnes cases qui permettaient d'avoir ce remboursement, c'est un des complices. Et un des autres attaquants, à un moment, a eu des coupures sur son VPN et en fait, s'est connecté au site des impôts avec sa véritable adresse IP. Et ensuite, le VPN a repris et donc ils se sont fait avoir comme ça. Et ça veut dire qu'ils avaient les identifiants des personnes qu'ils ont. Ça veut dire qu'ils ont réussi à voler quand même 2000 identifiants et mots de passe de particuliers pour accéder aux impôts. Ouais. Alors, est-ce qu'ils les ont, est-ce qu'ils ont fait du password reuse? Est-ce que je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont quand même réussi à en récupérer pas mal. Ouais, soit un achat sur le Darknet, soit un bot potentiellement, qui avec. Apparemment, ils n'avaient pas de compromission précédente, donc j'ai l'impression que c'est soit effectivement récupération de leaks, soit effectivement récupération de listes sur un forum type bridge.to. Ah oui, ça c'est. Oh là là. Encore un projet de loi à la con, européen. Celui-là, c'est anglais? Non, c'est européen, pour essayer de récupérer le contenu de toutes les communications sur Internet. Bon, c'est complètement con, mais voilà. Il y a le même sur l'IA. Et le dernier, c'est. Ah oui, c'est la ministre qui veut réinternaliser les compétences en France. Donc, bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner, cette histoire de. Alors, c'est plus dans tout ce qui est ministère, etc. Donc, de réembaucher des gens. Alors qu'ils ont beaucoup externalisé pendant des années. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais voilà. Alors, ce qu'elle indiquait, c'est risque de dépendance et de perte de maîtrise, effectivement, en informatique et en sécurité de manière générale. Il y a une forte perte de compétences et de connaissances dans tout ce qui est étatique, collectivité territoriale, etc. Donc là, l'idée, c'est de réinternaliser pour garder ses compétences. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Mais... La LPM 2024. Alors, donc là, il y a 2 sujets. Enfin, il y a plein, mais en particulier 2. Il y a le fait que les entreprises, et en particulier les éditeurs, devront remonter leurs incidents de sécurité à l'ANSSI dans les 72 heures, je crois, et à leurs utilisateurs. Et l'autre, c'est que l'ANSSI pourra potentiellement bloquer des noms de domaine suite à une cyberattaque. Donc, il y a un gros débat là-dessus parce que les gens parlent de censure d'Internet. Mais l'idée, c'est de bloquer tout ce qui est site de phishing, les sites qui usurpent, je sais pas, le Bon Coin, les trucs comme ça, et qui sont utilisés pour pirater, entre guillemets, nos grands-mères. Ouais, alors, sur ce sujet-là, l'histoire de la LPM 2024, elle s'inspire, enfin, en tout cas, je ne sais pas si elle s'inspire, mais d'une manière ou d'une autre, les US, la politique nationale de cybersécurité des États-Unis, qui est sortie le mois dernier, si je ne raconte pas, si c'est ça, qui est sortie le mois dernier, spécifie toute une série d'obligations, de recommandations, et notamment par rapport aux éditeurs. Il y a aussi le fait de demander un petit peu plus aux éditeurs, et ce qu'on retrouve là dans la LPM 2024, on va retrouver des éléments similaires en fait dans la politique nationale cybersécurité des États-Unis. Petit élément par rapport à la LPM 2024, à cette politique de cybersécurité nationale. On en a eu une en fait au niveau européen il y a plusieurs années, qui s'est transformée en NIS et qui est aujourd'hui la SRI en français V2 ou la NIS V2, qui va de la même manière qu'on l'a sur la LPM 2024 et la politique US, amener un petit peu plus, je pense, les acteurs, les fournisseurs à être responsables de ce qu'ils fournissent, de sorte qu'on ne finisse pas à toujours avoir à patcher en fait
sans qu'eux, ils aient aucune obligation derrière. Donc, c'est une bonne nouvelle, moi, je trouve. Alors, je sais que pour les éditeurs, ça l'est moins, mais… Ça fait suite à toutes les compromissions type SolarWinds où un éditeur, ou comme on l'a vu là avec 3CX, un éditeur est compromis et tous ses clients, finalement, se font compromettre également par rebond. Ouais. Et puis surtout, si tu le sais, quand tu es celui qui est à l'origine de la librairie, tu le dis, quoi. Ouais. Plutôt que de laisser Pierre-Paul Jacques dans le vent, quoi. Ensuite, TikTok. Bon, plus personne n'en veut. Vous avez les drapeaux de tous les pays. Plus personne n'en veut, pour faire simple. Voilà, c'est parce que c'est accusé de… accusé. C'est accusé de collecter les données, de potentiellement pouvoir les réutiliser contre les gens, etc. Donc, c'est interdit dans tout ce qui est étatique, etc. Parlementaire, gouvernement, pour faire simple. Enfin, ça me fait marrer parce que les gens ils utilisent, les députés ils utilisent Telegram, mais bon, après, c'est pas grave. Ensuite, alors oui, ça c'est un… Ah mince, j'ai pas mis le lien. En Belgique, apparemment, maintenant, on va pouvoir… il est possible de faire des remontées éthiques de vulnérabilité à des sites, éditeurs, etc. Et remontées éthiques, c'est-à-dire qu'il faut remonter rapidement et il ne faut pas non plus aller pirater, revendre les données, faire des délits de service, etc. Ça revient à, j'ai plus le titre de l'article en tête, mais qui permet de remonter une vulnérabilité à l'ANSSI en leur envoyant un mail en disant voilà, j'ai trouvé une vulnérabilité sur tel site, machin, tant qu'on ne l'a pas exploité, on est entre guillemets protégé. Et le deuxième est assez rigolo parce qu'en fait, les États-Unis ont lancé une initiative pour interdire l'utilisation de logiciels espions commerciaux, donc genre Pegasus d'NSO Group, mais il y en a toute une collection. Et ce que je trouve marrant, c'est qu'il y a 11 pays qui sont dans la signature de ce décret. Et ce que je trouve marrant, c'est que sur la plupart de ces pays, c'est ceux qui ont des capacités offensives qui permettent de faire la même chose. Et moi, en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt le gars avec le fusil mitrailleur qui dit à ceux qui ont des pistolets, non, mais arrêtez les armes à feu, c'est pas bien, n'utilisez pas des armes à feu, voilà, regardez, nous, on arrête les pistolets. Ouais, mais enfin, mec, toi, tu as un fusil mitrailleur. Parce que typiquement, les USA, le Canada, France, Nouvelle-Zélande, tous ces gens-là, Royaume-Uni, ont les capacités offensives, les mêmes qu'un équivalent NSO Group. Mais bon, je me demande ce que ça donnera. Ouais, ça fait écho sur un autre plan, l'attitude de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Non, démilitariser un petit peu, enlever vos têtes nucléaires, on est là pour vous protéger. C'est ça. Bah tiens. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abus d'espionnage de politiciens, de journalistes, etc. Non, mais qui sont les premiers en tête de liste? C'est les US. Oui. C'est assez bon, en fait. J'adore. Je pense de qu'il y l'humour. a de la jalousie de se dire oh là là mince, des petits États ou même des entreprises privées ont les moyens de faire comme nous, faisons quelque chose contre ça. Bon. Alors, rapport Microsoft. Ouais. Alors ça, il y a un truc qui est intéressant là-dedans. Alors, Microsoft, c'est quand même l'OS qui est le plus utilisé, peu ou prou. J'aime beaucoup le nombre d'attaques de mots de passe a augmenté de 74% avec 921 attaques par seconde. Limite, tu ne sais plus trop bien, mais ça veut dire que ça bosse derrière. Et puis, le 52% des entreprises utilisent peu ou pas du tout de solution DR. Oui, je pense que si tu prends la multitude des petites boîtes qui existent dans un pays, je ne suis pas sûr qu'elles savent ce que c'est. Donc, il n'y a peut-être pas forcément le constat est intéressant, quoi. Donc, ça risque de travailler dur dans les années qui viennent pour aller chercher à vendre de l'EDR qui ne coûte pas 3 000 francs à une petite boîte qui a déjà du mal à se structurer avec une personne ou deux. Donc, il y aura à voir. Bon, je suis un petit peu médisant sur ce sujet, mais… C'est un argument commercial aussi pour Microsoft. Ouais. Conférence passée, JSSI Corinne, FIC la semaine dernière. BotConf, c'est cette semaine, ça commence demain. Il y a les ateliers aujourd'hui, mais la conférence c'est demain. Et STIC cet été. Voilà. Ouais. Ensuite, oui, on a oublié quelque chose. Le hack où l'OCIR sera présent avec un stand et où il y a une très bonne conférence. Je le rajouterai.
On a sûrement oublié Et certaines, en mais oui, anglais, changer de prénom. Pass the Salt. Pass the Salt, c'est pas plus tard? Ah oui, mais c'est pas dans ta liste. Ouais. Ah, Je, c'est je, je... suffit. Moi, je recommande Barbac, fin août. Oui, mais ça, c'est. Oui, on a le temps de l'annoncer. Après, il y a aussi. Oui, enfin, il y en a pas mal cet automne, cet hiver. Alors, Troll. Alors, ça, je pense que vous avez tous entendu parler. Team George, personne ne savait ce que c'était avant, mais c'est suite à une fausse nouvelle, donc un mensonge publié, dit sur BFM TV que l'histoire a été révélée. En gros, c'est une entreprise israélienne qui est inconnue, qui dispose d'une solution qui permet de créer plein de faux comptes qui paraissent vrais et de, en gros, manipuler l'information et de faire, comment dire, d'influencer tout ce qui va être médias et population pour mettre sur le devant de la scène une information. Et ils font également de la manipulation de médias en soudoyant des journalistes pour faire passer des informations à l'antenne. Et donc ça a été le cas chez nous sur BFM. Voilà, pas rien de plus. Oui, alors le campus cyber, tiens, on en parlait tout à l'heure. Là, donc précédemment est rentré dans le campus cyber le fonds d'investissement de la NSA. Et là, le campus cyber vient de signer un partenariat avec Palo Alto. Donc voilà. Je passe. Ça, c'est assez rigolo. C'est un plantage d'un ordinateur dans un bus de la RATP. Donc, ça affiche le BIOS. Et ce qui est marrant, c'est que les capacités, la puissance de l'ordinateur qui est dans le bus sont juste disproportionnées comparé à ce que ça fait. Donc, il y a un Core i5 hyper puissant. Enfin, voilà, c'est beaucoup de RAM par rapport à ce que c'est censé faire, c'est-à-dire afficher des informations, un plan, des trucs comme ça, potentiellement des pubs. Mais Vlad, il faut Oui. peut-être beaucoup de RAM pour faire avancer un bus RATP, en fait. Je crois pas que ce soit ça qui fasse avancer le bus. Le J'espère pas. système d'information voyageur. Amphibie, c'est bien les RAM quand tu les mets sur la scène, les bus, non? Ouais. Sinon, alors ça c'était rigolo aussi. Le premier, c'est une personne qui a embauché dans une entreprise et qui lui a expliqué qu'elle voulait que Linux parce que sa religion lui interdisait d'utiliser Apple et Microsoft. C'est pas mal. Et pour enchaîner sur Apple, donc Apple, il y a plein de choses à mettre à jour et en particulier les câbles. Parce que vous ne le saviez peut-être pas, mais le firmware de vos câbles a été mis à jour de façon transparente par macOS, mais il fallait quand même le mettre à jour. Donc c'est assez rigolo. Parce qu'en fait, dans la tête de votre câble connecteur, ce n'est pas juste des fils, hein, il y a toute une circuiterie électronique avec un petit firmware qui fait différentes choses. Le WiiR, c'est toi ou c'est Jérémy? C'était Jérémy, mais on peut en parler en Passe. deux mots. Quoi. Non, en fait, on ne parle pas. Donc, non. Bon, voilà, passons. C'était Jérémy. Ça, par contre, c'est beaucoup plus embêtant, c'est que le cloud, c'est bien, mais en fait, pas tant que ça. Et typiquement, tous les gens qui avaient des NAS Western Digital chez eux, dans leur domicile, ne pouvaient plus y accéder il y a quelques jours parce qu'en fait, le cloud de Western Digital a planté. Et donc, ça marchait juste plus. Donc, même si le NAS était chez vous, vous ne pouviez plus accéder à vos données chez vous parce que le cloud Western Digital avait planté. Il y a eu le même problème il y a 3 ans, pardon, où en fait, AWS, qui a racheté une entreprise de sonnettes, d'aspirateur, l'infra avait planté et c'était plus possible de passer l'aspirateur ni de sonner chez les gens parce que l'infra cloud était planté. Donc faites quand même attention quand vous achetez des choses parce que si c'est connecté à une infra cloud qui plante, vous ne pouvez plus utiliser l'appareil. Une sonnette, c'est un peu embêtant. Ah oui, Tesla, ça c'est moche. Donc c'est en fait les Tesla, les voitures Tesla filment tout ce qui se passe dans l'environnement et ensuite les vidéos sont récupérées par Tesla pour analyse et en fait des salariés de Tesla récupéraient des bouts des vidéos qui s'échangeaient entre salariés pour le fun parce que ça les faisait marrer, surtout quand il y avait des accidents et apparemment il y a des vidéos un peu sensibles que les salariés s'échangeaient en se marrant, genre d'accident. Il y a une histoire avec un enfant en vélo qui s'est fait renverser par une voiture. Donc apparemment ça avait l'air de faire marrer les salariés de Tesla qui s'échangeaient ce genre de vidéos sur leur chat interne. Il y a même une vidéo du garage d'Elon Musk avec une histoire sur une voiture qu'il a. Enfin bon, ça, on s'en fout. Mais voilà, et c'est un peu comme l'histoire qu'il y a eu, on en a parlé, je crois, il y a 1 ou 2 mois, des aspirateurs robots. Alors, j'ai plus la marque en tête, où donc certaines personnes avaient activé le fait que les photos, les vidéos étaient envoyées sur le cloud de l'éditeur pour analyse et pour améliorer le fonctionnement des aspirateurs. Sauf qu'en fait, il y avait un traitement humain derrière, et donc des humains ont récupéré les photos. Il y avait en particulier une dame qui était fesses nues sur ses toilettes, et donc les gens s'échangeaient ces photos, et ça a même fini sur Facebook.
Voilà, super. Alors ça aussi, donc la CMU n'existe plus depuis un certain nombre d'années. Ça a été remplacé par la complémentaire santé solidaire. Et le problème, c'est que le nom de domaine avait été maintenu pendant quelques années et depuis quelques semaines, le nom de domaine a été abandonné. Sauf que je pense qu'il y a encore des gens qui vont sur le site CMU ou qui font des recherches et tombent sur CMU. Et le nom de domaine a été récupéré, alors je ne sais pas par qui, mais il le pointe vers OVH. Et ce qui fait que ça, c'est parfait pour faire une attaque d'hameçonnage. Si vous avez un vrai nom de domaine utilisé précédemment par une véritable mutuelle. Et sachant qu'il y a des sites comme ça qui sont assez intéressants, je n'ai plus les noms en tête, mais j'ai des liens qui vous référencent tous les noms de domaine abandonnés avec le nombre de liens qui pointent dessus, enfin de backlink, de liens qui pointent dessus, de recherches possibles dessus, alors je n'ai plus le terme, mais si c'est des liens, des sites, des domaines qui sont plutôt bien notés ou pas. Donc c'est assez intéressant si vous voulez faire des attaques, des exercices de phishing, d'aller sur ces sites pour acheter des noms de domaine avec une très bonne réputation et avec beaucoup de liens pointant vers eux. ChatGPT, Tiens, on je passe. vais te le prendre. Juste là, Oui. tac, le nom de chat, ouais, ça, c'est des trucs marrants. Non, ce qui est intéressant, qui n'est pas forcément mis là, c'est le sujet de l'IA au global. Alors, ChatGPT 4, 4.5, 5. Alors, le 4 vient de sortir, le 4.5 sortirait pour septembre et le 5, a priori, début 2024. S'il y en a qui sont intéressés, il y a une liste d'attente pour laquelle il faut que vous justifiez de la raison pour laquelle vous voulez accéder à ChatGPT 4. Grossièrement, pourquoi le 3, 3.5 ne vous plaît pas. Ce qu'il y a, c'est une IA qui s'appelle Elisa, pour ceux qui ont suivi, qui a proposé en fait à un Belge qui était en mal de pouvoir faire quelque chose pour la planète, de se supprimer, parce que ce serait une bonne chose qu'il y ait moins d'humains, en gros. Cette personne s'est suicidée. Sa femme a reporté le sujet. Suite à ça et suite au bug de fuite de données dont on parlait tout à l'heure, l'Italie a décidé de mettre un ban sur ChatGPT 4. Et aujourd'hui, il y a une concertation, une réflexion en Europe sur l'usage des IA. Alors, ce n'est pas tant pour le troll de ce qui est mis là que le fait qu'il y a une réelle ouverture à la portée des IA et ce que peuvent faire les IA. Et là, en l'occurrence, en mars, il y a eu a priori la première victime d'une intelligence artificielle. Là, pour le coup, ce n'était pas ChatGPT, Elisa, mais ça pose question, quoi. De surcroît, il y a une petite étude qui a été faite sur ChatGPT, qui a été publiée dans Nature, qui montre comment il y a 200 personnes, je crois, qui font partie de cette étude, un petit peu moins. Comment vous réagiriez? Est-ce que vous pouvez sacrifier une personne pour en sauver 5? Et l'étude montre comment les personnes réagissent sans ChatGPT et comment elles réagissent après avoir suivi ChatGPT. Je vous laisse faire la recherche. S'il y en a qui sont intéressés, je pourrais vous fournir le lien. Et avant-dernier slide, entre guillemets, après il y a la série du top arbitraire que je passerai rapidement. Ça, c'est un troll que j'ai trouvé magnifique où malheureusement, donc, il y a un CHU en Belgique qui s'est fait compromettre par des attaquants. Et donc, en fait, il y a un commercial chez Sophos qui a dit ah oui, en gros, le CHU a été piraté, mais parce qu'en gros, il fallait avoir Sophos, les Sophos, c'est génial, machin. Et il y a le directeur, c'est le CIO de l'hôpital qui a répondu non, mais en fait, on avait Sophos. Et en plus, votre antivirus nous pose plus de problèmes qu'autre chose. Et bravo pour les pratiques commerciales de Sophos, c'est magnifique. Ils ont surtout dit que Sophos n'avait pas détecté le rançongiciel. Oui, c'est tout à fait, oui, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est juste magnifique. Bravo. Alors, c'est quoi, parce que j'ai enlevé mes lunettes. Bravo à cette personne, Stéphane Odent. Bravo pour cette communication, parce que lui, c'est remarquable qu'il ait fait cette communication, et pas du tout bravo au commercial de Sophos. Alors, je passe rapidement avec 2 mois et demi de retard. Le top arbitraire de l'année écoulée, que normalement on fait en janvier. Donc voilà, 2 mois et demi de retard. Alors, j'ai une petite phrase parce qu'il est quand même pas joyeux. Donc, il sent l'odeur des larmes séchées de RSSI vaporisées par la chaleur des détonations des vulnérabilités. Et l'idée, c'est de répondre à la grande question: qu'est-ce qui a caractérisé l'année 2022 ?
Alors, année 2022, est-ce que c'est à nouveau une année des vulnérabilités majeures? Eh bien oui, parce qu'il y a eu encore, alors elles ne sont pas toutes là, mais encore énormément de vulnérabilités avec une portée majeure. Donc, il y a eu des suites de Log4j, il y a eu toutes les vulnérabilités Exchange, comme par exemple Proxy Not Shell, qui ont permis de compromettre énormément d'entreprises. Ensuite, année 2022, toujours une année des vulnérabilités sur les CPU. Et oui, parce qu'encore une fois, pas mal de vulnérabilités touchant les CPU, très compliquées à corriger. Alors par contre, ça c'est une bonne nouvelle, c'est année 2022, la fin de la compromission des postes de travail à cause de Microsoft Office. Oui, potentiellement, parce que Microsoft a enfin désactivé, ça fait juste 20 ans qu'on le demande, enfin désactivé par défaut les macros Office venant de fichiers Office, enfin de téléchargés, reçus depuis Internet. Donc c'est un très beau pas en avant. Par contre, il y a plein d'autres techniques qui permettent aux attaquants de compromettre un poste. Alors ce qui est surprenant, c'est que ça a quand même duré pas mal, parce qu'au début, Microsoft a proposé le blocage, mais ils sont revenus en arrière parce qu'il y a eu pas mal d'effets de bord et finalement ont réactivé le blocage à l'été 2022. Donc, alors ça, c'est pareil cette année, mais année 2022, toujours et encore une année de compromission de la chaîne d'approvisionnement ou supply chain, c'est-à-dire des fournisseurs. Et oui, donc beaucoup d'histoires l'année dernière de piratage de fournisseurs. Un des plus jolis que j'avais trouvé, enfin joli entre guillemets, que j'avais trouvé, c'était Circle CI, société qui fait de la chaîne de développement CI/CD, qui s'est fait compromettre et tous les secrets de tous les clients sont sortis. Et donc dedans, il y a des logins, des mots de passe, des jetons d'API, etc. Donc voilà, malheureusement, ça continue. Ça a continué en 2022. 2022, donc aussi dans la continuité du piratage des interfaces d'administration exposées sur Internet. Et oui, là encore, je n'ai pas tout mis, mais malheureusement, beaucoup de gens exposent les interfaces d'administration de toutes leurs solutions sur Internet. Et malheureusement, c'est bourré de vulnérabilités et ça se fait compromettre. Et donc là, vous avez un exemple, quelques portails d'administration. Moi, j'aime bien le dernier, Manage Engine, parce que c'est pourvoyeur de vulnérabilité numéro 1. En tout cas, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup chez nous. De vulnérabilités, on en trouve régulièrement sur Manage Engine. Année 2022, une année des vulnérabilités critiques similaires à celles qu'on trouvait dans les années 2000, c'est vraiment des vulnérabilités triviales. Et oui, malheureusement, là encore, donc je fais une petite liste rapide, mais énormément de vulnérabilités ou de problèmes de sécurité qu'on voyait il y a 20 ans et qu'on trouve encore chez des éditeurs de grands noms. Alors, est-ce que l'année 2022, c'était aussi la confirmation que les cybercriminels n'ont pas d'âme? Et oui, parce que ces gens-là piratent des hôpitaux, des CHU, enfin, c'est une catastrophe. Alors, par contre, bon, ils ont piraté un hôpital d'enfants au Canada, là, ils se sont excusés. Donc voilà, finalement, ce sont peut-être des gens bien, mais non, pas du tout. Alors ça, c'est assez surprenant. Est-ce que l'année 2022 a été marquée par le fait que les cybercriminels ont repris tous les codes de la fameuse Startup Nation? A priori, oui. Si on regarde par exemple Logbit, qui a monté un programme de bug bounty, de rachat de vulnérabilité, il y a eu pas mal d'offres de recrutement aussi, avec des beaux salaires, des belles conditions de vie, mais proposées par les cybercriminels. Alors aussi, est-ce que l'année 2022, ça n'a pas été aussi une année surprenante parce que on a découvert que les attaquants de 16 ans utilisaient des techniques basiques et avaient des effets assez importants. Et oui, on l'a vu avec le groupe Lapsus, qui était a priori dirigé par un Anglais de 16 ans. Ils ont quand même réussi à pirater tous les grands noms qui sont là, Nvidia, Samsung, Microsoft, Ubisoft, Uber, Rockstar, etc. C'est assez fou, avec des techniques franchement assez basiques, puisqu'ils faisaient essentiellement de la récupération de jetons de session ou de login et mot de passe pour accéder aux accès distants des entreprises. Et alors, encore une fois, question, est-ce que 2022, c'est une année qui confirme que oui, on peut contourner un antivirus et un EDR? Oui, alors je ne les ai pas tous cités parce qu'il faut reprendre toutes les revues d'actualité, mais toutes les semaines, il y a des techniques qui montrent comment est-ce qu'on contourne un antivirus ou un EDR. Donc oui, bien sûr, c'est contournable. Et alors, est-ce que l'année 2022, c'était aussi l'année de la continuité des vols de données, des publications de fuites de données? Là encore, oui, énormément de publications de fuites de données. Bon, je ne détaillerai pas tout ce qui est là. Je vous recommande le dernier lien qui est en bas, qui est assez intéressant, qui vous présente la visualisation que vous avez avec des espèces de ronds sur la droite, où en fait, vous avez, depuis les années 2000, début 2000, je crois, toutes les fuites de données. Et quand vous êtes dans les débuts des années… Non, 2012, je crois que ça commence, mais vous avez peu de publications. Et plus vous montez dans le temps, plus vous avancez dans le temps, plus il y a de fuites de données, de publications de ces fuites de données.
Et alors, est-ce que l'année 2022, c'était aussi une année de la collecte des données personnelles sans limite? Eh ben oui, c'était le cas. Donc, par exemple, avec l'histoire de WebEx, même quand vous coupiez WebEx, ça continue à écouter. Les iPhones, on a découvert qu'en fait, les iPhones, même quand vous les éteignez, ils continuent à écouter, que ce soit en NFC, en Bluetooth et autres. Ou l'histoire qu'on a citée tout à l'heure avec les aspirateurs robots qui prenaient les photos des personnes et qu'on a retrouvées sur Facebook. Donc oui, malheureusement, il y a encore des collectes de données massives sans limite. Alors, la bonne nouvelle, c'est quand même, est-ce que ça a été aussi une année rassurante concernant les amendes et arrestations? Un peu, parce qu'il y a eu pas mal d'amendes, en particulier par exemple avec Dédalus, donc l'histoire de l'entreprise qui avait des données de santé qui étaient stockées sur un FTP ouvert, qui se sont fait voler, ou Clearview AI, donc une entreprise américaine qui télécharge massivement les données personnelles de tout le monde en toute illégalité et ensuite fait la reconnaissance faciale sur les photos pour vous permettre ensuite de retrouver les personnes. Il y a eu pas mal d'arrestations aussi, avec l'arrestation du forum The Red Forum, l'auteur de Raccoon Stealer. Enfin, il y a eu pas mal de bonnes nouvelles comme ça, côté force de l'ordre. Une année aussi florissante pour tout ce qui était fusion et rachat en cybersécurité. Je ne vous fais pas la liste. On parle de Konix aussi, racheté par Neosoft, hein, Christophe? Exact. Euh, Ça s'appelle maintenant Neos voilà, pas mal Cybersécurité. oui. Pas mal de rachats, également quelques levées de fonds importantes également. Et est-ce que l'année 2022, ça a été une année du succès de la France en cyber? Un peu, parce que il y a eu Synactive qui a quand même eu pas mal de beaux succès à différentes compétitions à l'international et qui devient vraiment une entreprise française, mais connue dans le monde entier pour ses fortes compétences en cybersécurité. Et également pas mal d'outils français qui sont utilisés mondialement, comme alors des délègues, mais surtout CrapMac Exec et Pincastle, qui sont vraiment des outils mondialement utilisés et qui sont français. Donc, Cocorico. Et alors, est-ce que l'année 2022, ça n'a pas été aussi marqué par l'année du grand débat concernant les assurances cyber? Si, parce que et Mimikatz, oui, effectivement, oui, Laurent Chelu dit dans le chat, effectivement, Mimikatz également, mais Mimikatz, ça fait longtemps. Donc là, je reviens sur l'assurance cyber. Donc, il y a eu un peu l'ascenseur émotionnel sur l'assurance cyber avec plusieurs communications. Certains qui disaient il faut arrêter, d'autres il faut continuer. Et le pire, c'est Bercy qui a terminé en disant qu'en gros, Bercy autoriserait l'indemnisation des rançons sous condition, mais autoriserait quand même, ce qui est un peu délicat. Et alors ça, là, j'aime bien aussi. On peut dire, Oui. juste c'est pas le bilan de l'année 2022, mais depuis 2, 3, voire 4 ans, en fait, le coût des polices s'envole d'année en année, toujours plus demandé, et a priori, ils sont de plus en plus sollicités et ils ont du mal à rembourser. Donc, ça reste une question ouverte, je pense, cette histoire de cyberassurance. Oui, je pense que c'est pas terminé. On en reparlera cette année. Et dernier sujet, est-ce que c'est la confirmation que le cloud n'est pas exempt de pannes majeures? Eh bien oui, il y a eu énormément de pannes de cloud, sauf que ces pannes sont majeures et impactent énormément d'entreprises. Tout le monde y est, AWS, Google, Microsoft, etc. Et donc, oui, le cloud, malheureusement, ça tombe en panne comme tout le monde. Et sauf que les pannes, là, quand ça tombe en panne, tout le monde est touché ou quasiment. Et donc voilà, alors je vous souhaite une bonne année 2023, plutôt une bonne fête de Pâques, et parce que cette année 2023 sera marquée par les images et les textes générés par Deep Learning. Et donc vous verrez, c'est au top de la qualité. Donc vous voyez, moi j'ai demandé Happy New Year 2023 et regardez les images que ça m'a sorti, c'est magnifique. Donc voilà, vive cette intelligence artificielle au top de la qualité. Et voilà, prochaine réunion mardi 9 mai. Et d'ici là, pas grand-chose.